Chers auditeurs, bonjour à tous, c'est Stanislas Coupé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Jeunes Horizons où je reçois des jeunes hors du commun qui ont des histoires à raconter. N'avez-vous jamais rêvé de coécrire un livre avec l'un de vos parents ou à l'inverse l'un de vos enfants ? C'est le défi exceptionnel qu'ont relevé Christophe et Victoire, un père et sa fille, qui ont écrit à eux deux Kinos, la reconquête de la matière, et ils n'ont pas écrit un mais bien deux romans puisque le tome 2 a également été publié. Dans un monde où les Kinosiens, des extraterrestres, se rendent discrètement sur Terre depuis des millénaires sans la moindre intention belliqueuse, des meurtres et disparitions inquiétantes vont les plonger dans une aventure palpitante. Et les deux auteurs de ce roman sont donc venus à RVE pour nous parler de leur expérience incroyable. Bonjour Victoire et Christophe. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter en quelques mots ? Donc moi je m'appelle Victoire Carignano, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e, donc je passe mon brevet en fin d'année. Donc je suis au collège Notre-Dame-des-Milsons à Charenton-le-Pont, donc dans le Val-de-Marne. Et donc je suis passionnée par le handball et le tennis, le handball que je pratique 3 fois par semaine. Je suis par ailleurs passionnée par l'écriture, donc que ce soit à l'école ou en dehors. J'aime aussi beaucoup les langues, donc c'est pour ça que j'aime voyager. Et donc pour plus tard, je serais plutôt intéressée dans le domaine de l'aéronautique, puisque j'ai passé mon BIA l'année dernière, en classe de 4e. Alors moi je suis Christophe Carignano, donc je suis journaliste, directeur de rédaction dans des médias automobiles B2B. Je travaille dans le journalisme depuis une vingtaine d'années. Je pense que j'ai toujours passé ma vie à écrire. J'aime bien être qualifié de jeune, comme tu le disais Stanislas au début, c'est un plaisir pour moi. L'écriture, ça a commencé lorsque j'étais justement jeune, ado. J'avais essayé d'écrire des romans et je n'avais jamais réussi à les faire éditer. Ces manuscrits existent toujours. Donc moi, cette boucle est bouclée à travers le projet Victoire et tout ce qu'on est en train de réaliser. Voilà, pour résumer, c'est une fantastique, une belle aventure, quoi. Alors avant de parler du livre, ce lien avec la littérature, il n'est pas nouveau, puisque tu le disais Victoire, tu as déjà participé à plusieurs concours littéraires et tu as même reçu des prix à certaines occasions. Donc voilà, oui, en effet. En classe de CM2, j'ai eu l'occasion de participer au concours de l'AMOPA. Donc c'est un concours là où on écrivait une poésie sur un thème engagé. Donc moi, c'était sur la pollution. Et donc j'ai eu la chance de gagner le premier prix ex aequo. Et en classe de 6e, j'ai participé au concours de la BD d'Angoulême. Et donc j'ai également gagné un prix. Donc voilà, j'avais écrit 3 planches de BD. Et c'était vraiment une super début d'aventure. Impressionnant déjà si jeune. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement donc, l'intrigue et les personnages principaux du roman Kinos ? Je vais commencer par présenter les personnages principaux. Donc tout d'abord, on a Kruspet. Donc Kruspet, mon personnage préféré personnellement. Donc c'est une jeune aventurière, une jeune militaire qui a environ une vingtaine d'années, qui est très drôle et qui est très courageuse. Aussi, il y a Elliot, donc Elliot, le meilleur ami de Kruspet, qui est également un jeune aventurier. Et il va parfois être un peu coquin, mais il est aussi très très drôle. Et enfin, il y a Modica. Donc Modica, on en parle dans la 4e de couverture du tome 1. Donc c'est un personnage très mystérieux qui est l'auteur de nombreux meurtres. Et donc on insistera plus dans le tome 2. Les Kinosiens sont sur Terre depuis 3000 ans. Et là, les deux Kinosiens, Elliot et Kruspet, dont parlait Victoire, débarquent sur Terre pour enquêter, pour résoudre des meurtres qui ont eu lieu chez eux, chez les Kinosiens, également des disparitions sur Terre. Donc c'est deux jeunes militaires qui arrivent sur Kinos pour essayer de résoudre ce problème grave, puisque les disparitions peuvent mettre en péril la présence des Kinosiens sur Terre, et ils vont affronter, comme a dit Victoire, un certain Modica, qui est le personnage mystérieux du tome 1. Alors comment cette aventure est-elle née ? Qui est-ce qui a pris l'initiative de se lancer dans un tel projet ? Alors, un tel projet, un soir d'avril de printemps, en 2024, je crois, Victoire est venue me voir en me disant on devrait écrire un roman ensemble. Voilà, j'ai trouvé l'idée incongrue, bizarre. Je dis oui, pourquoi pas, mais écoute, si on tente le coup, on va en parler à personne parce que je suis pas sûr qu'on aille au bout, c'est très difficile. Donc on en a parlé à personne, y compris sa mère, son frère. Enfin, la personne était au courant qu'on écrivait. On écrivait de notre côté pendant
en 5-6 mois, on a écrit de notre côté sans en parler. L'idée pour Victoire, c'était d'écrire de la science-fiction, parce qu'effectivement, on était tous les deux passionnés par ce qui est mystique, ce qui est irréel. Voilà, à travers nos voyages, on avait pas mal d'idées là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt moi qui ai pris l'initiative de commencer à écrire. Parce que du coup, en effet, j'avais vraiment une passion pour l'écriture avec le concours de la MOPA et même le concours d'Angoulême. Et du coup, ça a toujours été une passion. Donc je suis venue voir mon père un soir. On a commencé à poser les idées. Au début, en fait, je lui ai surtout dit, est-ce qu'on ferait pas un projet ensemble? Et donc voilà, et c'est là qu'on a eu l'idée d'écrire un roman tous les deux. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver du temps aussi? Alors c'est dit dans la préface d'ailleurs, dans un quotidien qui est surchargé, trouver du temps pour écrire avec des emplois du temps qui sont d'ailleurs souvent incompatibles. Alors, préface écrite par ma femme Sophie d'ailleurs. C'est vrai, c'est compliqué. Donc ça suppose une organisation incroyable. On est très organisé. Victoire l'est également, toujours, voilà, pour préparer cette interview. Elle a tout noté ici. Donc voilà, c'est énormément de préparation. Et sur le long cours, en fait, il faut être très précis, avoir des objectifs et rester dans ces objectifs-là. Sinon, c'est beaucoup trop long. On a tous les jours envie d'abandonner, quoi. C'est vraiment très complexe. Donc oui, c'est vrai que ça peut parfois être difficile de trouver du temps parce que moi j'ai l'école, mon père travaille et donc voilà, on essaye de trouver un maximum de temps. On écrit principalement pendant les vacances scolaires, quand j'ai envie, parce que c'est compliqué des fois, on a envie de faire autre chose. Donc le soir, pendant les vacances scolaires ou même le week-end. Alors je confirme, c'est quelquefois compliqué. Je suis obligé de te relancer assez souvent. Voilà, ça dépend des moments, mais en tout cas, quand tu décides d'écrire ce qu'il faut écrire, ça pose aucun problème. Par rapport à ça, on a des objectifs d'écriture et on essaye, comme je disais, de s'y tenir, quoi. Et quelle a été votre méthode de travail et les différentes étapes avant d'aboutir au résultat final de ce roman? Alors, il fallait qu'on puisse écrire en commun. Donc, en fait, il existe un outil tout simple pour écrire en commun, c'est Google Doc. Donc, Google Doc est magique puisque ça permet d'écrire presque en temps réel, d'écrire lorsqu'on est déconnecté. Moi, par exemple, dans un avion, je voyage énormément, au moins 2 fois par semaine en Europe. Donc, déconnecté dans un avion, je peux écrire. Victoire peut écrire également n'importe où. Donc, en fait, on a ce document commun où l'on avance le manuscrit, ce qu'on appelle le premier jet. Et donc, il y a tout à l'intérieur, y compris peut-être sur un document à part désormais, nos photos. On prend énormément de photos, de repérages de lieux. Voilà, quand Victoire fait un voyage scolaire et que ça nous intéresse, elle revient avec des photos. Je me souviens de la mine de Loward notamment, des revenus avec des photos précises. Voilà, on a énormément de documentation et donc ça, ce sont des documents que l'on partage sur Google. Et donc voilà, en effet, comme mon père disait juste avant, l'organisation est vraiment quelque chose de très important pour écrire tous les deux. Donc en fait, on essaye de se partager les chapitres à partir de to-do list, comme on dit. Donc voilà, on se partage les chapitres, on se partage les tâches. Et c'est vrai qu'en fait, on est finalement toujours en train de parler de ça, que ce soit pendant les voyages en voiture, les voyages en train, on en parle vraiment tout le temps. Et au total, il vous aura fallu combien de temps pour écrire ce livre? Alors là, le premier jet, on a dû mettre 6-7 mois. Après, il y a eu la phase de recherche de l'éditeur qui, avec notre décision, a dû nous prendre 2-3 mois. Et après, autant pour la phase de correction des différents BAT. Donc en tout, on est sur 1 an et demi. Et quelles ont été vos inspirations majeures pour cette histoire? Vous disiez il y avait des lieux, il y avait aussi le thème de la science-fiction qui était important pour vous. Et qu'est-ce qui d'autre vous a inspiré particulièrement pour cet ouvrage? Alors, les inspirations, moi je suis un peu plus vieux, et d'une époque où la science-fiction était adorée, quoi. La science-fiction était au niveau où l'est un thème comme la romance aujourd'hui. Et donc, mes inspirations, c'est les téléfilms qu'on pouvait avoir à la télé, voilà,
des séries comme Cosmos 1999, ça doit parler à certains, certainement pas à vous deux. Après, il y a des lectures, Stephen King, voilà, il y a plein de films, de grands films sur la science-fiction qui, moi, personnellement, m'ont toujours passionné. Et après, ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on peut découvrir à travers les pierres, la mythologie, les souvenirs, ce qu'il peut y avoir à Rome ou en Sicile. Voilà, il y a plein de choses mystérieuses et mystiques. Voilà, une simple grotte peut nous fasciner quand on voit le temps d'une grotte, 1 centimètre pour plus d'une centaine d'années. Je pense que c'est ça à peu près. Ça n'a rien à voir avec le temps humain. Et donc cette différence entre le temps de ce qu'on peut voir dans la nature et le temps humain a suffi à nous inspirer en science-fiction. Donc oui, c'est vrai, la science-fiction, c'était vraiment un sujet qui nous rapprochait tous les deux, notamment grâce à nos voyages familiaux qu'on peut faire en famille, notamment ces dernières années en Grèce, en Sicile, donc on s'inspire vraiment beaucoup de la mythologie. Mais on dit que la science-fiction est un sujet qui nous rapproche tous les deux, mais également d'autres genres littéraires qui peuvent nous rapprocher. Petite annonce particulière que personne ne connaît encore. Avec mon père, on écrit un livre policier. Donc voilà, on est en pleine écriture. Le premier jet est bientôt terminé d'ailleurs. Et donc après, on va se lancer sur l'écriture du tome 3 de Kinos. Donc voilà, c'est une annonce pour toi, Stanislas, et personne n'est au courant. Je ne suis même pas sûr que dans la famille, tout le monde soit au courant non plus. Voilà, on a décidé de se lancer dans l'écriture de ce polar, basé sur une histoire vraie, mais j'en dis pas plus. Eh ben, merci beaucoup d'avoir réservé à RVE cette annonce. Hein. J'irai le lire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Kinos, l'histoire de l'humanité, elle est revisitée sous le prisme de l'intervention des Kinosiens. Et ça remet d'ailleurs un peu en question notre civilisation, puisque dans l'histoire, ce sont les Kinosiens qui nous ont transmis leurs connaissances sans même qu'on s'en rende compte. Alors, comment vous est venue cette idée de réécrire l'histoire, en fait ? Alors, moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné par la transmission de la mémoire. Voilà, on parle de mémoire orale au fil du temps, puisque l'écriture n'existe depuis peu. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'ordinateur. Voilà, et la transmission humaine de toutes ces mémoires, de toutes ces découvertes scientifiques, est quelque chose de fascinant. Voilà, alors en ethnologie et dans les études qui sont liées à tout ça, on dit que la transmission orale faisait le job, mais nous, on a défini qu'il fallait de l'aide de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est les Kinosiens, qui enregistrent la mémoire de l'humanité, mais on va se rendre compte, mais là je ne vais pas spoiler le tome 2, on va se rendre compte qu'ils la transforment lorsqu'ils la transmettent. Voilà, ils l'adaptent à leur goût et à leur volonté. Et en plus de ça, le livre il traite aussi des sujets complètement réels qui nous concernent aujourd'hui. Et par exemple, le monde des Kinosiens, il est régi par une super intelligence artificielle, un sujet qui est très vraiment d'actualité. Donc cette super intelligence artificielle, c'est la MAPA. Et on retrouve aussi les figures des complotistes, par exemple. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous de traiter ces sujets-là ? Donc pour nous, voilà, c'était vraiment important de traiter des sujets d'actualité. Donc à l'époque, quand on a commencé à écrire il y a 2 ans, l'intelligence artificielle n'était pas forcément encore dans l'actualité, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est vraiment dans l'actualité. Et donc voilà, dans le tome 1, on parle vraiment beaucoup de l'intelligence artificielle et des super intelligences artificielles, notamment avec la MAPA. Mais dans le tome 2, on va vraiment beaucoup plus insister là-dessus, avec notamment une guerre des IA. Donc ça intéresse vraiment beaucoup nos lecteurs en général, puisque nos 2 IA, nos 2 super intelligences artificielles, la MAPA et Nyx, vont faire une guerre entre eux, et donc voilà. Alors la super intelligence artificielle est un concept aujourd'hui, ça existe, hein, mais à ma connaissance ça n'a pas été découvert. Donc c'est le stade où l'intelligence artificielle prend le pouvoir sur l'humain et est capable de décider comme lui. Alors on dit qu'elle pourra arriver incessamment sous peu. Je lisais encore une interview récemment de Nvidia, hein, c'est ça, du directeur qui disait qu'on n'était pas loin de cette étape-là. Donc eux, les Kinosiens, en sont à cette étape-là avec la MAPA. Et donc, leur vie est entièrement contrôlée et régie par cette super intelligence artificielle. Les complotistes, alors c'est très important pour nous, parce qu'en fait, on voit aujourd'hui tout cet univers de la romance qui a beaucoup de succès par rapport à la science-fiction, et on
on avait envie de se moquer des complotistes. Parce que je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal à l'univers de la science-fiction. Voilà, il y a des complotistes, notamment dans Kinos 1, on parle des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis qui pensent ça. On voit sur TikTok ou autre des vidéos qui paraissent très réelles de fin de la Terre. Voilà, tous ces complotistes, on a voulu s'en moquer. Également, des gens qui pensent avoir rencontré des extraterrestres comme Raël ou autres. Voilà, ce sont des gens qui ont abîmé la science-fiction. Donc on a voulu se moquer d'eux, véritablement. Donc cet univers complotiste est très présent pour s'en moquer et redonner un peu ses lettres de noblesse à de la vraie science-fiction qui est, à mon avis, le cœur de Kinos 1. Réhabiliter un peu cette science-fiction. C'est ça. On remarque également dans le livre un vocabulaire qui est typique des adolescents d'aujourd'hui, qui est employé par certains personnages. On parle de mythos, de darons, et ça en agace même certains personnages. Alors le fait qu'il y ait donc deux visions différentes, avec des idées différentes pour ce livre, celle d'un père et de sa fille, qu'est-ce que ça a apporté au roman ? Alors on pense que c'est, par rapport au tome 1, puisque c'est moins présent dans le tome 2, c'est la spécificité de notre écriture. Voilà, moi j'ai une écriture beaucoup plus classique, journaliste. Voilà, j'ai essayé d'adapter cette écriture-là par rapport au roman. Et Victoire crée des dialogues comme les jeunes peuvent parler aujourd'hui dans la cour d'école. C'était un parti pris. Ça nous est reproché quelquefois. On a quelques commentaires de gens qui disent oui, mais c'est pas de la vraie littérature que de mettre des dialogues pareils. Alors on n'est pas du tout d'accord. Je pense que les dialogues des cours d'école aujourd'hui seront dans la littérature de demain. Alors peut-être qu'on anticipe un peu, mais ça donne de la vie, c'est agréable à lire, ça plaît aux jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes qui achètent Kinos aujourd'hui. C'est un parti pris. Donc en fait voilà, ce qu'on a vraiment voulu, c'était que nos personnages soient le plus réalistes possible, que le lecteur puisse vraiment se plonger dans l'histoire. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc au début, mon père, en fait on écrivait un peu tous les deux de la narration et des dialogues, et mon père commençait à écrire les dialogues. Et un jour, on a relu et on a trouvé les dialogues pas assez impactants. C'est là que mon père m'a demandé de commencer à réécrire certains dialogues. Et j'ai commencé à réécrire certains dialogues et c'est là qu'on les trouvait un peu plus impactants et réalistes. Et donc j'ai dû réécrire tous les dialogues qu'on avait déjà commencé. Et donc c'est là que Kinos a pris forme. Et en fait, nos deux écritures, nos deux styles d'écriture différents ont vraiment rapporté quelque chose au livre, je trouve. C'était vraiment complémentaire. Oui, j'ai décidé à partir de ce moment-là de ne plus écrire aucun dialogue, pratiquement, parce que je ne suis pas au niveau que peut avoir Victoire dans les échanges des personnages. Voilà. Je ne comprends pas tous les mots, j'ai appris au fur et à mesure, mais je pense que ces jeunes-là échangent effectivement avec ces mots-là. Donc c'est mieux que ce soit Victoire qui écrive les dialogues. Maintenant, une fois que cette phase de la création elle était terminée, qui a déjà duré longtemps, comment s'est passée la publication du livre ? Parce que ça a quand même dû être une étape symbolique après tout ce temps passé à l'écriture. Oui, voilà, c'était vraiment une étape symbolique pour nous deux. Parce qu'en fait, on n'avait pas au début pour projet forcément de publier Kinos. C'était avant tout une aventure père-fille qui faisait ressortir notre complicité qu'on avait tous les deux. Donc voilà, on a envoyé notre manuscrit à une cinquantaine d'éditeurs. On a reçu plus de 10 réponses positives d'éditeurs, dont 2 à compte d'auteur qu'on a écartés au début. Et donc voilà, on a choisi un petit éditeur dans le Nord, si tu veux en dire un peu plus. Oui, on avait pris le parti pris de ne pas être à compte d'auteur. Il n'était pas question qu'on paye pour être édité. On voulait un véritable éditeur à compte d'éditeur. Et également pas d'auto-édition non plus. Donc il fallait avoir des réponses positives. J'ai fait un pré-choix moi-même sur 3 maisons d'édition et j'ai dit à Victoire, voilà, tu les appelles et tu vois avec qui tu te sens le mieux pour faire cette aventure. Voilà, donc c'était vraiment important d'avoir une bonne relation avec notre éditeur. C'est pourquoi on a choisi un petit éditeur dans le Nord, donc MVO Édition, et pour l'instant ça nous convient parfaitement. Donc voilà, Marc Vandamme est à fond derrière nous. On est au niveau du tome 2 et on est confiant. Alors, une fois que ce livre était publié, vous faites régulièrement des séances de dédicaces. Et que disent les gens qui vous rencontrent ? Qu'est-ce qu'ils pensent de toute cette aventure ?
Alors c'est vrai que tous les week-ends, on essaye de faire des salons et des séances dédicaces. Donc on a commencé à faire des salons après la publication du premier tome de Kinos. Donc on a commencé par le salon de Valençay, juste après la publication du coup. Et donc grâce à ces salons, on a vraiment beaucoup appris. On a compris qu'il fallait venir vers les gens pour qu'ils achètent notre livre parce qu'on a remarqué que les gens ne viennent pas forcément vers nous, ils n'osent pas forcément venir. Donc voilà, on en a appris beaucoup. Et donc depuis la publication du tome 2, on essaye de rythmer nos week-ends par plein de séances dédicaces et salons. Et c'est vrai que les gens, lorsqu'ils nous rencontrent, ils sont assez étonnés. Tout d'abord par la complicité qu'on peut avoir entre père et fille et également le fait que j'écrive dès 12 ans, parce qu'en fait j'ai complètement conscience que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, et donc il y a deux arguments. Il y a un premier argument de loin qui est l'écriture père-fille, donc ça attire. Après, beaucoup nous ont vus sur les réseaux sociaux parce qu'on est très présent sur TikTok et Instagram avec Victoire, avec des vidéos souvent marrantes où tu me mets en scène, hein, la plupart du temps. Et puis également, on remarque depuis quelques mois le thème de l'intelligence artificielle monte et monte. Et donc, en tant que, on peut dire que c'est un peu un roman d'anticipation. Et donc, les gens achètent Kinos pour voir ce que ça peut contenir en termes d'expérience vis-à-vis de l'intelligence artificielle, parce que ça les inquiète, ça les intrigue, et que beaucoup aujourd'hui sont confrontés dans nos sociétés à cette montée de l'IA. Donc, c'est vraiment, à mon avis, outre la relation père-fille, le thème principal de notre roman. Pour terminer, s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient faire la même chose que vous, quels conseils vous leur donneriez vis-à-vis de l'expérience que vous avez eue ? Je suis témoin, il y a déjà une personne qui a commencé. C'est un ami qui était directeur de rédaction de Nice Matin, Denis Caro. Donc il était venu à notre inauguration du tome 2 il y a quelques semaines à Paris. Et quand il est rentré chez lui, il est allé voir son fils qui a 14 ans, l'âge de ma fille, et il lui a dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on se lancerait pas là-dedans? Et il m'a annoncé qu'il s'était lancé dans l'écriture d'un roman qui aurait lieu dans le Var ou quelque chose comme ça, voilà, avec son fils. Donc on est témoin que ça existe. Et les conseils, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Moi, je donnerais un conseil principal, parce qu'en fait, l'écriture, il faut savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais avant tout, c'est compliqué, c'est un travail colossal. Et pour moi, il faut pas abandonner, notamment dans la période de la relecture. C'est vrai que nous, on a fait au moins une dizaine de relectures, et même à la 10e relecture du tome 1, on voyait encore des erreurs. Donc voilà, moi, je dirais vraiment qu'il ne faut pas abandonner. Oui, quand tu vas au collège avec dans ton sac un manuscrit à relire épais et lourd, que tu relis dans la cour d'école, ça veut dire ne pas abandonner. Et quand chacun, on est là-dessus, en fait, on s'entraide. Je pense que c'est plus facile d'écrire à deux que d'écrire tout seul, et ça permet justement de continuer et d'aller au bout des choses. Ça demande beaucoup de rigueur, en quelque sorte. La rigueur est essentielle à travers ce document partagé Google que l'on a tous les deux. On a cherché d'ailleurs d'autres outils pour écrire, et pour l'instant on n'a pas trouvé d'équivalent à ce doc partagé. Donc dans ce doc partagé il y a tout. Il y a les repérages, parce qu'évidemment il faut faire des repérages, il faut faire des photos, il faut chercher sur internet des choses vraies. Il y a beaucoup de choses où l'on a une approche scientifique dans le roman. Donc on essaye de dire la vérité derrière tout ça. Et puis se répartir le travail dans le cadre d'une écriture à deux, quoi. Finalement, qu'est-ce que vous retiendrez chacun de cette expérience ? Donc moi finalement en fait je retiens que c'est une merveilleuse aventure, déjà d'un point de vue personnel, parce que écrire à mon âge je trouve ça vraiment je trouve que c'est vraiment un super projet, et également écrire avec son père, c'est juste extraordinaire, et vraiment j'adore notre complicité, nos deux écritures qui fonctionnent très très bien ensemble, donc je retiens vraiment que c'est une merveilleuse aventure. On s'amuse bien. Tous les week-ends, on est sur les routes, c'est fatigant, mais on s'amuse bien. Et moi, ce que je dirais, et je l'ai déjà dit à Victoire, c'est un cadeau.
Voilà, c'est un cadeau pour moi que ces romans écrits à deux. Ça permet de boucler ce que moi j'avais essayé de faire quand j'étais jeune et que j'avais pas réussi. Et donc oui, c'est une belle aventure et un beau cadeau que de me permettre d'écrire ensemble. Et ça continue, c'est pas fini, puisque donc il y a le tome 2 de Kinos, Le secret des Kinosiens, et donc ce fameux roman policier dont vous donnerez sûrement des nouvelles. Eh bien merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission de Jeunes Horizons, et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. En attendant la prochaine émission, si vous êtes vous-même un ou une jeune au parcours hors du commun ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse stanislas.coupé@radio-rve.com ou même tout simplement pour donner votre avis sur l'émission. Vous pouvez retrouver cet entretien en version longue en replay sur Deezer et Spotify. En tout cas, on se dit à très bientôt pour découvrir d'autres Jeunes Horizons sur RVE.